Historien membre du GREMOS, groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Voilà. Ça va combien de temps? Le temps, je m'adapterai, une demi-heure. Allez, partons pour une demi-heure, je m'adapterai. Eh bien, une demi-heure. Donc, eh bien, on va embrayer tout de suite, si vous le voulez bien. On ne reviendra pas, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Sur la tétanisation du mouvement ouvrier après la guerre, qui va durer pendant toute l'année 14, tout le reste de l'année 14 et pendant l'année 2015. Les premiers frémissements qu'on va voir dans la région stéphanoise, ça va être au moment de... il va y avoir en tout et pour tout, entre la déclaration de guerre et la fin de 2015, deux réunions répertoriées, deux réunions syndicales ouvertes au public. Je ne parle pas de réunions internes, de bureaux, de choses comme ça, mais deux réunions ouvertes plus ou moins au public, aux adhérents, qui vont se passer dans des lieux publics. Il va y en avoir deux, qui seront deux réunions de syndicats de métaux, une au Chambon-Feugerolles, et alors attendez, je vais vous mettre une carte de la Loire pour que vous puissiez situer les choses, voilà, et de l'endroit où on parle. Donc, voilà. Là, vous avez l'Ondaine et le bassin stéphanois en bas, Saint-Étienne, ça va jusqu'à Firminy. C'est la grande vallée industrielle. Ouais, je vais peut-être le montrer avec la souris. Voilà, ça va de Rive-de-Gier, c'est la vallée du Gier. Ensuite, on a Saint-Étienne et enfin, on a la vallée de l'Ondaine, dont Firminy est le bout. Donc, c'est ici qu'on a la grande concentration d'installations industrielles de guerre. On a un deuxième pôle quand même, puisqu'il y a un arsenal, c'est Roanne. Un arsenal qui a été créé par Albert Thomas d'ailleurs. Donc c'est Roanne, où il y aura aussi un écho des mouvements qui vont secouer le bassin stéphanois. Alors on parlera du bassin stéphanois, c'est plus simple parce que l'Ondaine c'est effectivement restrictif. Donc, on a ces deux réunions, en tout et pour tout, une au cours de laquelle est distribué un manifeste, un libelle, je sais pas, de 4 pages de Sébastien Faure. Alors, Sébastien Faure, c'est le vulgarisateur de l'anarchisme. C'est une grande personnalité anarchiste de l'époque, qui donc a fait ce document. Il est distribué par Laurent Torsieux, qu'on retrouvera plus tard à la Bourse du Travail, et donc au cours d'une réunion des métaux de Saint-Étienne. Il est secrétaire du syndicat des métaux à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il est originaire de Saint-Étienne, Sébastien Faure, au fait. C'est pour ça aussi qu'il y a des liens particuliers. Et d'autre part, on aura la diffusion des documents, notamment d'être aux abonnés de la vie ouvrière qui publie le manifeste de Zimmerwald et de documents du comité d'action internationale en 1915. Ça entraînera d'ailleurs le renvoi au front de 5 ouvriers des établissements Lefebvre à Saint-Étienne qui possédaient ces documents. Donc on a perquisitionné chez eux et on a trouvé ces documents. Donc voilà, si vous voulez, pour ce qu'on peut dire pour l'année 1915. Ça commence à basculer en 1916. En 1916, à la fin de l'année, notamment, on va... alors Torsieux, toujours en début d'année, essaye de relancer les choses, et il fait un tract qu'il distribue, mais il n'y a toujours jamais qu'une vingtaine de personnes à sa réunion. Mais par contre, vers la fin de l'année, on va dire au mois de novembre, le 1er novembre, il va y avoir une réunion du groupement du personnel des forges et aciéries de Saint-Étienne, donc qui est une grosse entreprise, qui va rassembler 500 personnes à la Bourse du Travail, et ce groupement va décider de se transformer en syndicat. Donc c'était un groupement de personnel qui était là pour un petit peu se défendre, mais ils vont se transformer en syndicat et adhérer aux métaux de Saint-Étienne. Donc c'est un signe, je veux dire, de la prise de conscience qui commence à se faire. Et en 1917, on va assister à un véritable réveil du syndicalisme. Alors ce réveil du syndicalisme, on va essayer de démonter le mécanisme.
Hein, j'aurais pu vous faire un truc un peu, comment dire, quelle était rouge ma vallée, et puis parlant du côté un peu épique des choses, j'ai pensé que pour des militants syndicaux, ce serait peut-être plus intéressant, parce que ça on le trouve par ailleurs, hein, ça serait peut-être plus intéressant de faire quelque chose sur les mécanismes qui vont se mettre en route et qui vont conduire d'une situation qui vont conduire la CGT, disons, d'une situation où l'antimilitarisme était dominant avant la déclaration de guerre dans son action, à une extinction à peu près totale et avec l'Union sacrée, et qu'en 3 ans et demi, parce que ça fait 3 ans et demi de temps, on va aller vers, comme j'ai intitulé mon exposé, une situation pré-révolutionnaire. Je crois que je la caractérise comme ça, dans le bassin stéphanois. Donc, avec la question de la paix, bien entendu, et de la fin de la guerre qui sera centrale. Donc, le premier aspect, c'est effectivement les revendications matérielles qui vont réveiller le syndicalisme. Hein. La vie chère, le rationnement d'un certain nombre de denrées, voire la pénurie, hein, pour un certain nombre d'entre elles. Je vous donne 2-3 chiffres, mais pas beaucoup. L'inflation, si vous voulez, que j'ai calculé, donc avec le convertisseur de l'INSEE, évolue. Elle était inexistante avant-guerre. Hein. En 1914, c'est 20%. En 1915, c'est 11%. En 1916, c'est encore 20%, toujours d'année par année. Hein. Et près de 30% en 1918. Donc vous comprenez, alors que les salaires, quand ils augmentent, dans le meilleur des cas, quand les ouvriers disent on a une victoire, c'est 10%. Donc vous voyez qu'il y a un hiatus, effectivement, entre le pouvoir d'achat, pour faire simple, et l'inflation. Donc c'est la vie chère qui va relancer les choses. La première réaction va venir du milieu coopératif. Ça va être l'Union des travailleurs qui va prendre l'initiative, avec la Bourse du travail de Saint-Étienne et la section stéphanoise du Parti socialiste, de mettre en place une instance de coordination qui s'appelle le Comité d'action du prolétariat organisé, et qui va se donner pour mission d'envoyer des colis à des soldats isolés, d'aider des familles nécessiteuses et de créer des boucheries et des lieux de vente à bas prix pour la population ouvrière. Donc ça va être la première réaction. On voit bien que la première réaction, c'est de réagir au quotidien. Hein. La population ouvrière, donc, qui pourra trouver dans des lieux qui ne seront pas des lieux fixes, hein, ça ne sera pas des magasins coopératifs forcément, mais ça pourrait être dans des amicales laïques, etc. On a un arrivage de patates important, et on va le vendre à bas prix pendant 3 jours à tel endroit. C'est ce type d'action qui va se mettre en place. Donc le sucre en janvier fait l'objet des premières mesures de rationnement. C'est la première mesure de rationnement en janvier 1917. Ensuite c'est le vin qui va manquer, lui, puisque pour des problèmes de transport en fait, et puis de production, hein, parce que tous les paysans sont sur le front, ils font plus de pinard chez eux, hein, donc il y a tout ça. Et enfin c'est la viande, après c'est la viande, et enfin il va même y avoir le charbon à Saint-Étienne qui va faire l'objet de restrictions. Donc en septembre, c'est-à-dire au moment où les gens font leurs provisions pour l'hiver, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà. Donc on va avoir des initiatives dans ce domaine de la part du syndicat de la Fédération des mineurs. La Fédération des mineurs, qui a direction réformiste, va mettre en place une coopérative dont il va appeler les ouvriers à souscrire des actions qui valent 40 francs. Alors voilà le communiqué de presse, je vous le cite parce qu'il est pas mal, puis ça parle un peu des femmes. Nous attirons l'attention des femmes qui, elles, tiennent la queue de la poêle et sont chargées de faire bouillir la marmite. Plus vite le nombre d'actions sera suffisant, plus vite la coopérative fonctionnera. À ce moment, nous commencerons immédiatement par les vins, indispensables aux mineurs qui accompagnent un dur labeur. Alors, si ça vous intéresse, on reviendra sur la question du vin, parce qu'il y a un autre morceau de bravoure, mais j'ai pas le temps de tout vous dire. Mais ça fait rire, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque quand même. Donc, à l'automne, les pâtissiers n'ont plus le droit de s'approvisionner en farine, et le rationnement de la farine, qui est quand même
l'aliment le plus important. Donc pour les villes du pain, pour les villes de plus de 20 000 habitants, entrera en vigueur en janvier, le 20 janvier à Saint-Étienne. Donc voilà, tout au long de l'année 1917, donc on va avoir des protestations et des incidents qui vont donner lieu parfois sur les marchés, effectivement, à des mouvements contre de ménagères qui renverseront des étals de commerçants, qui leur balanceront leurs œufs sur la figure, ceux qu'elles pensent qui pratiquent des prix trop élevés ou qui sont soupçonnés d'accaparer des denrées alimentaires. Donc on a des conditions de vie, il faut dire, très difficiles dans tous les domaines de la population. Et si vous ajoutez que début 1918, c'est le début de la pandémie de grippe espagnole, ça fait la cerise sur le gâteau, comme on dit. Hein. Donc voilà, on va dans le même temps avoir, parce que vous avez une conjonction de divers facteurs qui vont intervenir, une modification de l'opinion publique par rapport à la guerre. En 1916, on a eu Verdun-la-Somme, les deux batailles les plus meurtrières de la guerre. Hein. Il n'y a plus une famille où il n'y a pas une victime de la guerre, hein, un mort, un blessé, un mutilé, etc. Pratiquement. Et en 17, on a en plus le chemin des dames, qui est une offensive que personne ne comprend au fond, hein, surtout pas les soldats qui sont engagés dedans d'ailleurs, ce qui explique aussi les mutineries. Donc on va avoir ça, et ça va modifier l'opinion publique, pas seulement dans la classe ouvrière, mais un peu dans toutes les couches de la population. Ce qui fait que l'idée de la paix, ça sera plus simplement, comment dire, une petite minorité, mais les gens vont dire, mais enfin, cette guerre, il y a quelque chose qui est absurde. Donc voilà, dans la Loire, donc, c'est Torsieux toujours qui mène un petit peu le bal au niveau de la CGT, avec donc Charles Flageolet, dont on a parlé tout à l'heure, et Henri Lorduron, qui deviendront plus tard secrétaires de l'Union départementale. En 1916, donc dans le courant de l'année, les syndicats commencent à étoffer leurs effectifs. Hein, et l'idée de la paix va commencer à apparaître. Elle va apparaître, en fait, avec le discours de Wilson, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le discours de Wilson, mais il rend audible. Elle était inaudible avant, c'est-à-dire qu'un qui disait on va faire la paix, il tombait tout de suite sous le coup de défaitisme, de choses comme ça. Là, dans la presse bourgeoise, on va donner l'écho du discours de Wilson. Hein. La paix sans annexion, pas basée sur un remaniement des puissances, mais sur l'instauration d'une puissance collective, etc. Bon, l'idée de la SDN, en gros, hein, qui deviendra plus tard l'idée de la SDN. Donc, cette idée-là, et elle touche des couches, si vous voulez, des couches des classes moyennes, de la bourgeoisie, elle donne une espèce de légitimité. Donc ça va être le premier, comment dire, un des premiers points. Et puis le deuxième point, ça va être bien sûr la révolution bolchevique. Hein, la révolution bolchevique et la demande d'armistice qui est de décembre 1917, donc là on est à la fin de l'année, mais qui va effectivement modifier complètement la donne, si vous voulez, sur le plan international. C'est-à-dire que cette idée qu'on ne pouvait pas exprimer au début de l'année, à la fin de l'année, ben, on l'exprime, et on l'exprime dans divers milieux, pas simplement dans la classe ouvrière. Donc c'est pour ça que, notamment à la conférence de Clermont, qu'on vous a appelé tout à l'heure, et dans la motion, il y a effectivement à la fois la référence à Wilson et à la fois la référence à la Révolution russe. Et dans les idées des usines de la Loire, donc, cette idée-là devient prépondérante. Hein, dans la revendication. C'est pas le pacifisme actuel. Il faut bien se garder de se dire que le pacifisme de l'époque, c'est le pacifisme d'aujourd'hui. Il ne faut pas faire cette erreur. C'est pas le défaitisme non plus. Personne ne réclame l'armistice à tout prix. Mais l'idée, c'est que la coopération internationale des travailleurs sera le moyen et la seule garantie d'une paix juste et durable. C'est ça l'idée. Hein. Donc, on va œuvrer là-dessus. Et c'est l'idée de l'international qui va revivre aussi, hein, derrière ça. Donc, c'est vrai qu'on se pose la question, hein,
quant à l'antimilitarisme, c'est à ce moment-là que les choses se renversent et vont aller vers ce qu'on connaîtra un peu plus tard, l'année suivante. L'essor des revendications salariales ensuite, donc on l'a vu, hein, c'est le résultat presque mécanique des deux situations précédentes. Hein. Dans un premier temps, ça va être les salaires, ça va être la bagarre pour les salaires dans la métallurgie, après les négociations un peu avortées du début de l'année 1917, qui vont finir par déboucher en mars-avril. Mais les gens de la Loire vont trouver que c'est pas satisfaisant et ils vont remettre en cause cet accord national et demander un accord plus avantageux. Donc ça va se faire effectivement avec un peu sous la houlette d'un militant relativement exceptionnel, hein, qui est Clovis Andrieux, dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler. Clovis Andrieux, qui a 41 ans, donc c'est pas un tout jeune pour l'époque, c'est un militant confirmé, hein, qui a participé au congrès d'Amiens de la CGT, hein, donc ça fait un moment qu'il y est, qui a connu la répression, la prison, etc. Il était secrétaire, au moment de sa mobilisation, secrétaire des charpentiers en fer de la Seine. C'est quelque chose d'assez important, hein, songez à toutes les constructions en fer, etc., qu'il y a dans la région parisienne. Donc, et il est donc en 1915 affecté spécial aux aciéries Haute-Zère à Firminy, où il devient chauffeur de four. Hein. J'ai précisé chauffeur de four parce qu'il est chauffeur, bon, ça on a dans les documents, mais il n'y a pas de chauffeur de camion à l'époque, donc c'est un chauffeur de four. Enfin, il y en a, mais dans l'armée. Donc, c'est quelqu'un qui a des qualités, toutes les qualités, je dirais, du militant syndical, c'est-à-dire que c'est un organisateur, c'est un orateur et c'est un négociateur. Il va négocier avec le préfet de la Loire, Charles Lallemand, qui deviendra plus tard secrétaire de cabinet de Clémenceau, donc c'est pas un imbécile, l'Allemand non plus, hein, et ils vont être, il y a une relation à la fois un peu de fascination mutuelle et de désir de se détruire l'un ou l'autre. Hein. C'est des adversaires irréductibles. Mais voilà. Donc ça c'est donc pour les situations. C'est Andrieux qui va donc appeler en quelque sorte, il va y avoir des mouvements si vous voulez, et qui va conduire la négociation. À travers, donc on le verra tout à l'heure, une nouvelle forme d'organisation qui s'est mise en place. On voit bien la progression des organisations syndicales. Hein. En mars, il décide d'une réunion. Il prévoit une salle de 50 personnes. Il y en a 200 dans la salle. Et puis, il y en a qui sont dehors aussi. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne. C'était pour dénoncer le rappel d'un affecté spécial, hein, Jean-Baptiste Courlu. Le 25 mars, il est élu secrétaire donc, du syndicat de la métallurgie de Firminy. Fin avril, ça gagne le bâtiment, donc à Saint-Étienne et à Saint-Chamond. Ou à Saint-Chamond, il y a 200 ouvriers espagnols, hein, en plus des syndiqués du bâtiment de la Réunion. Et tout ça, ça va déboucher sur de nouvelles formes d'organisation. En mai 1917, on va avoir un épisode inédit. On a parlé des femmes, on va en parler si vous voulez. Il est inédit, non pas parce qu'elles font grève, hein, mais ça se passe quand même avant les midinettes. Hein, c'est le tout premier mouvement de femmes quand même. Il va être inédit parce que c'est ce mouvement qui va déboucher sur la création des sections féminines de syndicats. Donc, les forges et ateliers de la marine, il y a 18 000 personnes qui travaillent, hein, dont 5 500 femmes. 18 000 personnes, c'est presque autant que les usines Renault à Paris, où il y a 21 000 personnes. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et 4 000 de ces femmes travaillent à l'atelier de pyrotechnie. Et donc, le 2 mai, après des accidents, hein, il y a eu des accidents, dont un qui fera que la victime décédera un peu plus tard.
les ouvrières du poste de nuit décident de débrayer. Et leur délégation, donc, puisqu'elles font une délégation, était conduite par le directeur qui leur répond que si elles ne sont pas contentes, de toute façon, on va les remplacer par des négresses qui vont arriver. Je cite, disent-elles, professe de l'autre grossièreté qu'elle rougirait de répéter. Donc voilà, c'est ce qui figure dans le rapport de police. Elles se réunissent donc à la Bourse du Travail le lendemain, avec d'autres ouvrières, donc des autres postes, et décident de former un syndicat, enfin d'adhérer au syndicat. Et elles se heurtent à une certaine réticence au niveau du syndicat des métaux, parce que on en a parlé tout à l'heure. Donc Andrieux et dont un autre militant à Saint-Chamond qui s'appelle Raison, qui est de la région originaire de la région parisienne, je crois, vont dire, puisqu'il y a un problème, on va créer une section féminine. Et on va créer une section féminine avec un certain nombre de mots d'ordre. Et puis Andrieux, il voit quand même un coup d'avance. Il se dit, si on veut effectivement que les femmes viennent et puis qu'elles sont reçues que par des bons hommes qui leur disent, bon, vivement que vous retourniez aux casseroles, ça fera pas bien. Ça ne sera pas mobilisateur. Donc, il va véritablement impulser ces organisations autonomes de syndicats de femmes. Alors, on va regarder 2-3 diapos, parce qu'il y a des tracts là-dessus, si vous voulez. Donc, voilà, on est où sur la Loire? Bon, ça, c'est des usines de guerre, octobre 1916. Alors, vous voyez, c'est pas la collaboration de classe, mais il y a quand même, quelque part, là, le responsable de l'atelier. C'est une photo d'atelier. Là, il y a un militant syndicaliste révolutionnaire qui deviendra plus tard maire de réfugiés, qui s'appelle Claude Trivran. Et donc, c'est une photo d'atelier plutôt calme, quoi, on va dire. Mais c'est quand même, disons, quelque chose qui va évoluer. Donc ici, on a donc les femmes dans les ateliers. Donc là, c'est le contrôle des obus. C'est des gros obus. Donc elles manipulent ces pièces qui sont très lourdes. Donc elles sont au contrôle là. On a, alors là, des filles de la pyrotechnie de Saint-Chamond qui sont généralement plus jeunes et qui sont extrêmement modernes dans leur look d'ailleurs, et qui donc vont être, comment dire, les fers de lance de la revendication des femmes. Donc à travail égal, salaire égal. Alors les hommes, ils ne sont pas pour à travail égal, salaire égal, parce que c'est le problème du travail aux pièces, si vous voulez. Qui est posé derrière. Si on fait le même travail que les femmes et qu'elles sont payées moins cher, il faudra que nous, on sera obligés de travailler moins cher. Enfin, il y a tout cet arrière-plan qui pollue effectivement l'entrée des femmes un peu dans la vie syndicale. Voilà. Donc tout ça, ça débouche au mois de juin, effectivement, sur un nouveau barème des salaires, un barème plus avantageux que le barème national. Et ça va influer encore sur ces formes d'organisation. Alors, il faut dire que, y compris dans des couches qui ne sont pas spécifiquement portées à la Révolution, il y a quand même un discours qui laisse paraître des doutes. Et il y a, je vais aussi Kathleen, d'un rapport du commissaire de police de Saint-Chamond au préfet, il dit, voilà, l'ouvrier qui a été bien souvent exploité, alors ça date de mai, et qui est du 3 mai, donc après, voilà, l'ouvrier qui a bien été souvent exploité et qui l'est encore dans certaines usines et fabriques, ne pardonne pas et ne pardonnera, semble-t-il, jamais aux industriels d'avoir édifié de grosses fortunes sur le malheur du pays et au préjudice de la nation. C'est en ce moment ce qui l'irrite et le mécontente le plus profondément. Donc, voilà, il est assez conscient de ce qui est en train de se passer et il l'exprime au préfet. Donc c'est quelque chose, l'état de l'opinion, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Donc, voilà.
Alors, donc on va voir effectivement se multiplier dans les meetings, hein, les sorties de meetings avec Vive l'International, Abat la guerre, Vive la paix, à cette boucherie, etc. Alors c'est là qu'on va situer peut-être l'épisode, si vous voulez, de Saint-Chamond. Il y aura un premier épisode de manifestation de femmes contre la guerre à Firminy, hein, pour le rappel d'ouvriers de la classe 1913 de mémoire. Hein, mais c'est des rappels d'ouvriers, hein, ce pas des rappels de conscrits, hein, d'ouvriers ou de gens qui sont mobilisés, hein, qui étaient réformés, etc. Mais il y a des ouvriers. Donc à Firminy, et il y en aura un surtout le 25 mai, qui va voir une manifestation de 1800 personnes, essentiellement des femmes, qui vont empêcher le rappel d'ouvriers de 3 classes, 1910, 1911, 1912, je crois, et qui va donner lieu, donc, et qui va empêcher le départ et retarder, ils partiront, hein, mais ça va retarder considérablement le train, et il va y avoir des arrestations. Il va y avoir une douzaine d'arrestations, dont 8 femmes, enfin ça va être 12 femmes d'ailleurs, il n'y aura pas d'hommes, arrêtez. Et dont un certain nombre seront condamnés. Alors il y en aura une qui sera condamnée, il y en a 8 qui passeront devant le Conseil de guerre à Clermont-Ferrand et qui seront condamnés à 4 à 3 mois de prison avec sursis, une à 1 mois de prison avec sursis, elles passeront en 1919. Hein. Il y en aura d'autres il y en aura 2 qui seront acquittés et une qui passera pas en conseil de guerre mais qui passera au civil et qui sera condamnée aussi avec de la prison avec sursis pour outrage. Les autres passant devant le conseil de guerre pour incitation de militaires à la désobéissance. Voilà. Donc on se dirige vers une effervescence, on va dire, permanente dans le bassin. Et cette effervescence va se concrétiser en 1918. Alors en 1918, Andrieux pense, et tous les responsables syndicaux stéphanois pensent qu'on va pouvoir déclencher un mouvement contre la guerre, et à partir donc de la région stéphanoise, et entraîner l'ensemble du pays dans un mouvement qui pourra faire cesser la guerre. Et c'est l'analyse qu'ils font, et ils vont essayer de la mettre en œuvre, effectivement. Hein. Et c'est pas simplement... Alors il y a le mouvement spontané, mais eux vont développer une stratégie. Ils vont faire partie des minoritaires qui vont demander la réunion d'un congrès de la CGT. Hein, il faut que... Bon, ce qui sera refusé, bien entendu. Donc, ils vont décider, enfin le CDS va décider qu'il y aura un congrès minoritaire. Hein. Donc voilà, il y aura toute une polémique, enfin avec Merlin, mais peu importe. Et ce congrès va être fixé au 18 mai, je crois. Hein. Donc Andrieux dit qu'il voulait que le congrès soit avant le 1er mai. Parce qu'il voulait mettre dans la foulée le congrès le 1er mai, l'appel à la grève générale et l'extension du mouvement et la fin de la guerre. En fait, finalement, la décision, va y avoir tout un tas de tergiversations, parce qu'il y a eu le mouvement de mai qui a avorté dans la région parisienne, enfin, Périca sent pas bien ses troupes au niveau du CDS. Finalement, donc ça sera le 18. Et ce qui va se passer, c'est que le 1er mai, il va y avoir un incident, enfin il y aura le chômage d'un certain nombre d'ouvriers aux usines Verdier à Firminy, aux aciéries, et ce chômage des usines Verdier va entraîner le licenciement de 11 personnes. Donc, la grève va partir toute seule. Andrieux essaye de temporiser, de négocier, etc., mais ça va partir tout seul. Il voudrait tenir jusqu'au congrès. Mais ça ne tiendra pas jusqu'au congrès, ça va commencer à s'étendre dès avant le congrès. Donc quand le congrès va se réunir à Saint-Étienne, il va y avoir une très forte pression, vous imaginez, des grévistes, pour que l'appel à la grève générale soit lancé. Et il sera lancé. Sauf que les gens qui vont voter l'appel à la grève générale, ils ne sont pas du tout certains que leur mandant soit prêt à s'engager dans une action de ce type. Donc ça va se casser la figure dans l'espace de 8 jours à peu près.
Et ça va être dramatique pour le mouvement ouvrier du coin. Hein. Le bilan, ça va être 50 personnes arrêtées, 41 déférées au Conseil de guerre, etc. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Là. Hop. Voilà. Alors ça c'est des trucs pour les femmes, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, donc la fameuse photo dont on parlait tout à l'heure. Hein. On en parlera peut-être un peu dans la discussion de cette photo. Donc vous avez les noms des gens, là, on les a identifiés. Il y a un Clermontois au milieu. Donc voilà, nationalement, les conséquences sont aussi importantes. Ça a été évoqué donc, avec Merem tout à l'heure, avec le départ de Dumoulin, qui a quand même présidé le Congrès, hein, qui est parti après. Voilà. On arrive donc à une situation de calme plat, on va dire, à partir de l'été en 1918, à Saint-Étienne hein, et dans sa région. En 1919, ça va être aussi difficile de reprendre. Ouais, je conclue après. Hein. J'ai fini, là, j'ai 2 pages. Donc, non, mais je vais résumer, ne vous inquiétez pas. Donc, en 1919, on a une inflation encore plus forte, hein, si vous voulez, que les années précédentes. Et en 1920 aussi. Hein, ça va faire 70%, je crois, en 1920. Hein. Donc, on va avoir un mouvement de mineurs dans la Loire, mais il va se clore sur une négociation, donc toujours le syndicat réformiste qui est majoritaire, et on aura un deuxième mouvement de la métallurgie à l'été 1919, qui va être là véritablement l'échec final. C'est-à-dire que le syndicat va être complètement décapité, Andrieux va être licencié avec tous les gens qui l'ont suivi, et ma foi, il faudra, pour revoir le souffle du grand soir, attendre la grève des cheminots de 1920. Hein. Voilà. Donc, je termine avec un petit peu, donc on a vu Andrieux qui c'était, comment ça a fini pour lui. Hein. En mars 1919, donc il est à nouveau à Firminy. Ah, il est en mars, hein, parce je vous expliquerai sur le devenir des emprisonnés. Il est appointé en partie par le syndicat, il est semi-permanent, on va dire, pour parler dans le langage d'aujourd'hui. Mais il tient des réunions dans toutes les villes du bassin stéphanois et même au-delà. Hein. On a vu qu'il se déplaçait. D'ailleurs, le ministère se dit, mais comment ça se fait que ce gars-là qui est mobilisé dans une usine est partout, etc. Bon, voilà. Donc, il va être un peu couvert de calomnie, hein, par Merem, notamment, qui va les reprendre. C'est pas lui qui va les faire partir, mais il va les reprendre. Hein. Il va être accusé, parce que c'est un homonyme qui l'a fait, en fait, hein, d'avoir détourné de l'argent dans une coopérative de la Nièvre en 1905-1906. C'était un gars qui s'appelait Andrieux aussi, avec un X par contre, alors que le nôtre, il n'a pas de X. Hein. Donc Merem dira au Congrès fédéral des métaux, Andrieux l'exclut du syndicat de la métallurgie, l'exclut des coopératives, l'homme le plus malpropre que nous ayons connu. Donc voilà, il est rancunier Merem, hein, globalement. Voilà, donc au Congrès de Lyon, il aura une altercation assez violente avec Merem et Dumoulin, surtout avec Dumoulin d'ailleurs, et puis tous les dirigeants des métaux, qui rend responsable donc, de l'échec des grèves de 1917-1918 et de la répression, hein, bien entendu. En février 1920, alors il continue à militer, si vous voulez, hein, pour notamment l'adhésion à la Troisième Internationale, mais il a des réserves, il fait partie des gens qui sont pour l'adhésion avec réserve. Hein. Il exclut d'adhérer à un parti politique quelconque. Hein. Et en 1920, il va saboter, enfin c'est pas lui qui va le saboter, il va vouloir intervenir à un meeting de Merem et de Jouot, qui va se tenir à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, qui était prévu pour être un grand truc. Et ce meeting va être saboté par des gens, des jeunesses syndicalistes, entre autres. Je dis entre autres parce qu'il y a des sources qui disent qu'il y avait des calmots du roi, enfin c'est un peu compliqué, quoi. Mais ça va être quand même les jeunesses syndicalistes, ils ne pourront pas parler. Donc il va quand même défendre les petits jeunes, des jeunesses, dont Seigne, il y avait Seigne, je crois. Et il va un peu se mettre à dos ses collègues de l'UD, quoi.
parce que les gens de l'UD, même ceux qui appartiennent à la minorité, disent non, il ne fallait pas les empêcher de parler parce qu'ils vont se poser en martyrs, en victimes, etc. Et puis après tout, on aurait pu avoir un débat sur le fond. Voilà. Donc voilà donc pour Clovis Andrieux. Il va quitter cet emploi de permanent parce qu'il juge qu'on ne peut pas être permanent ad aeternam. Il deviendra gestionnaire donc d'un baraquement de réfugiés alsaciens lorrains et il s'occupera de l'organisation un peu corporative, on va dire, des Alsaciens lorrains. On parlait tout à l'heure des immigrés, il y avait aussi les Alsaciens lorrains et d'autres réfugiés. Après, il sera courtier en assurance. En mai 1920, il va essayer de, il va appeler, militer en tout cas pour l'appel à la grève générale. Et il va participer à la création des comités syndicalistes révolutionnaires avant de quitter la Loire donc pour s'installer à Villeurbanne, dans le Rhône. De 1928 à 1934, il sera membre de la commission administrative de la CGT syndicaliste révolutionnaire. Vous savez, le départ des anarcho-syndicalistes en 1925-26, ils ont créé une CGT syndicaliste révolutionnaire. Et il décédera. Il a quand même, quand il quitte Saint-Étienne, je veux dire, c'est un individu quand même désespéré et malade qui part. Hein. Il a une maladie qui le conduit à la cécité à terme. Donc il décédera quasiment aveugle en décembre 1936 à Lyon. Voilà, si vous voulez, un peu la situation dans la Loire, un peu la vie de Clovis Andrieux. Dans la discussion, je pense qu'on peut revenir sur l'impact de la révolution russe. Je vous dirai, si vous me posez la question, bien sûr, comment je le vois. Sur la question de l'antimilitarisme ouvrier, parce que ça c'est ma question de une interrogation de prédilection. Comment on est antimilitariste, je suis un jour, et puis après pouf, on l'est plus. Enfin, comment ça peut se faire Voilà. Merci pour votre attention. Nous allons raccourcir un peu la discussion, puisqu'il faut tenir le temps. Et nous avons 15 minutes. Alors, qui veut prendre la parole? Peut-être que ça donnera l'occasion de compléter ton intervention. Oui. Alors, attends, quelqu'un au fond là-bas. Oui, bonjour, Daniel Durand de Saint-Étienne, du 7-42, du centre d'études sur le mouvement ouvrier dans la Loire. Je voulais faire tout à l'heure une petite remarque, je la fais là tout de suite, sur les ouvriers, soit coloniaux, soit venant d'autre part. La situation peut être variable suivant les nationalités et les statuts d'origine de ces... On t'entend plus. Oui. Oui, la situation peut être différente suivant les statuts. Par exemple, il y a des ouvriers donc, coloniaux, africains, indo-chinois. Il y a d'autres ouvriers, par exemple chinois, qui peuvent avoir des statuts plus, on pourrait dire, de travailleurs migrants. Hein. Et par exemple à Firminy, en 1918, début Firminy, alors que se précisent les intentions donc, des dirigeants des métaux de lancer un grand mouvement, les autorités militaires décident de faire partir tous les travailleurs chinois des usines de sidérurgie de Firminy et du Lieu. Donc il y en a 600 qui sont envoyés dans un autre département parce qu'ils constituent une communauté très remuante et donc qui est susceptible de s'ajouter aux grèves. Je voulais juste faire une autre remarque. Pour toutes ces usines d'armement, et je pense que c'est valable pour la région stéphanoise, ça doit être valable pour Montluçon, c'est que les effectifs de ces usines ont enflé en 5 ans. Les effectifs ont été doublés, voire triplés. Dans la région stéphanoise, c'est plus de 100 000 salariés qui travaillent pour l'armement, et la moitié des effectifs de ces usines d'armement sont constituées par des travailleurs requis, c'est-à-dire donc des salariés qui étaient sous les drapeaux et qui à partir de fin 1915 et 1916 vont être donc envoyés travailler dans les usines d'armement. Ces requis,
Certains sont de la région, par exemple sur Firminy, on voit bien qu'il y en a une partie qui est du bassin d'emploi, de la Haute-Loire, etc. Mais d'autres donc viennent de tous les coins de France. Il y a donc un brassage qui est extraordinaire. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que dans les militants syndicaux qui à ce moment-là, à partir de 1916-1917 vont percer, il y en a une portion importante qui vient de l'extérieur, vient de la région parisienne, vient d'autres régions, qui ont moins d'attaches directement familiales, peut-être moins de moyens il y a moins de moyens de pression sur eux, et par exemple sur les 41 arrêtés à Saint-Étienne, dans la région stéphanoise et envoyés donc au 92, à Clermont, avant de passer théoriquement en conseil de guerre en mars 19, conseil de guerre donc qui n'aura pas lieu, enfin du moins pour lequel un non-lieu sera prononcé. Sur ces 41, là, il y en a plus de la moitié qui sont donc des travailleurs qui viennent de départements extérieurs, quoi. Il y a tout un travail là, qui a commencé et qui mériterait d'être poursuivi. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole? Oui. Bonjour. Moi je suis née à Saint-Étienne, alors je suis contente d'être venue. Et en plus, je suis Coramiote. Alors voilà, j'avais deux questions. Je voulais en savoir un petit peu plus sur ce que vous disiez sur le pacifisme, la différence entre aujourd'hui et hier. Ça m'intéresse que vous développiez, parce que moi j'ai un problème avec le pacifisme aujourd'hui. Donc peut-être que si vous développez, je vais comprendre pourquoi j'ai un point. Voilà. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce qui était devenu les syndicats autonomes des femmes derrière, enfin voilà, ils ont été créés. Andrieux, a priori, il soutenait plutôt, il avait la vision. Oui, Andrieux était très... Oui, voilà, et donc... Ça a été une des raisons d'ailleurs de son engueulade avec Merel. Et du coup, que sont devenus ces syndicats autonomes de femmes, et puis notamment quand en plus il y a eu... Ils étaient affiliés à la Fédération des métaux. Je veux bien en savoir un peu plus alors. Ouais. Section féminine. Tu peux répondre tout de suite parce qu'il y a quelqu'un. Non, on va prendre plusieurs questions. Alors derrière, il y a un autre intervenant juste derrière la personne qui vient d'intervenir. Non? Non? Ah bon, d'accord. Ok. Oui, alors, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu ce qui a été expliqué pour Montluçon, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, l'atelier de pyrotechnie a fermé. On n'avait plus besoin de fabriquer des fusées, des obus, enfin, plus de la même manière, en tout cas, de manière aussi intensive. Donc ça a fermé et on a viré les femmes. Hein. C'est tout. Donc on est revenu. Alors avec la bénédiction, je dirais effectivement de la Fédération des métaux, puisque Merem avait quand même déclaré que quand on aurait fini de se battre contre les Allemands, il faudra se battre contre les femmes, parce que elles vont prendre nos places et puis faire baisser les tarifs, enfin bon bref quoi. Voilà. On avait quand même des personnalités qui étaient, surtout à Saint-Chamond, il y avait Françoise Gidon, c'était elle qui menait le bal, hein, c'était la secrétaire de la section féminine. C'est quand en mai, je crois le 15 mai ou le 16 mai, donc un peu avant, enfin pendant la grève, avant que la grève se casse la figure, juste avant le congrès minoritaire de Saint-Étienne, qui appelait à saboter la pyrotechnie dans un meeting. Hein. C'était pas une rigolote, hein, comme ça. Non, les modes d'action étaient radicaux. C'était des modes d'action très politiques, très... Voilà. Donc, elles seront plus là, quoi. Hein. Quand elles comparaissent devant le tribunal, c'est toutes des anciennes, parce qu'il n'y a plus de boulot pour elles à l'usine, quoi. Donc ça a été le bon prétexte aussi pour s'en débarrasser. Hein, voilà. Donc voilà pour les femmes. C'était sur le pacifisme. Alors sur le pacifisme, c'est une question compliquée. Moi j'essaye d'interroger l'antimilitarisme ouvrier. C'est-à-dire ce qui se passe en gros à partir de 1908, parce que c'est là qu'ils commencent vraiment... Ils sont antimilitaristes, hein, de toute façon. Mais c'est là que ça commence à prendre dans l'action
1908-1910, une ampleur importante. Il va y avoir Biribi, enfin les campagnes contre les bagnes militaires, campagne contre l'intervention éventuelle au Maroc, et évidemment la campagne des 3 ans en 1913, enfin bon. Mais il faut questionner effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et quelle vision ils ont par rapport à l'armée. La vision qu'ils ont, c'est pas forcément l'armée, c'est une mauvaise chose en soi. Ce qui est mauvais, c'est effectivement une armée qu'on utilise, qui est utilisée pour réprimer ses frères, enfin les militants ouvriers, c'est ça. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est la commune, c'est les fusillades de fourmis, puis plus proche, bien sûr, celle de Draveil, Conflans-Sainte-Honorine, etc. Donc c'est ces images que les gars ils ont en tête. La deuxième chose qui marque effectivement, c'est l'armée de l'an 2 quand même. L'enlever en masse à la frontière pour défendre un certain nombre d'acquis et qui considèrent encore comme acquis. Donc voilà, faute de mieux. Parce qu'ils sont très pragmatiques. Si on ne peut pas avoir mieux, on va quand même défendre ce qu'on a. Voilà. Donc, faute de mieux. Et puis, il va y avoir peut-être une autre dimension. Je crois que c'est les deux dimensions principales qui font de leur antimilitarisme. Donc, c'est très différent. Ils ne seront pas défaitistes. En plus, il y a la question de l'Alsace et de la Lorraine. Il y a plein de réfugiés alsaciens et lorrains avec eux. Vous voyez, la paix sans annexion, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire la paix sans annexion? Est-ce qu'on y inclut l'Alsace et la Lorraine dedans, qui a été annexée en 1970? Si on fait sans annexion, ça veut dire que les Allemands gardent l'Alsace et la Lorraine. Enfin, il y a tout ça derrière, quoi. Donc la position antimilitariste de l'époque. Puis il y a une dimension, effectivement, qu'il faut souligner, c'est qu'ils sont contre l'aspect disciplinaire de l'armée, si vous voulez. Le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi on en fait les brimades, les choses comme ça, quoi. Toute cette dimension, on va dire, de l'armée. Donc voilà. Par rapport au pacifisme d'aujourd'hui, ils ne sont pas contre toute forme de guerre, en fait, implicitement. Si on les agresse, ils sont pour se défendre. Si le patron les agresse, qu'ils baissent leurs tarifs, ils se défendent. Enfin, vous voyez le problème. D'autant qu'il y a des contentieux aussi derrière, au niveau syndical, notamment avec les syndicats allemands. Il y a un vieux contentieux qui date de 1905, quand Griffuhl s'est fait conduire à la conférence à Amsterdam en proposant que, l'association internationale adopte quelque chose qui était copié sur la charte d'Amiens. Il en est revenu avec une germanophobie, parce que c'est les syndicats allemands, et puis scandinaves, mais surtout les Allemands qui se sont opposés à lui. Il en est revenu avec une germanophobie qui n'a certainement pas été étrangère à la position qu'il a prise au moment de la guerre. Donc voilà, il y a des variables de ce type, toutes ces variables-là. C'est pas le pacifisme d'aujourd'hui, je veux dire, qui est développé aujourd'hui, c'est-à-dire il faut... Alors, il y a aussi la conviction derrière, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a que, l'international des travailleurs qui est capable, de toute façon, de conclure la paix de manière juste et d'assurer sa pérennité. Ça va de pair. Alors, 3 mots sur la révolution russe, si vous voulez, peut-être parce qu'il va falloir terminer la discussion, alors tant pis, mais... Ouais, mais je vais conclure, à moins qu'il y ait une autre question, mais 3 mots, il n'y a plus le temps. Bon, très bien. 3 mots donc sur la révolution russe. Son impact. Celle de février, pas d'impact. Enfin, pas d'impact. Si, tout le monde dit, c'est bien, le tsar, on s'en est débarrassé, c'est parfait, parce qu'ils n'aiment pas les autocrates, de toute manière. Donc voilà, et ils en mettent une république à la place, c'est très bien. Ça, sur la révolution bolchevique. Alors la révolution bolchevique, ils en retiennent 3 choses. 3 choses, c'est le premier pays où les ouvriers ont pris le pouvoir.
La deuxième chose, c'est les soviets. Et pour eux, les soviets, c'est les syndicats. C'est à peu près pareil. Hein? Si, c'est à peu près pareil. Je parle de l'époque, hein, je ne parle pas avec nos visions d'aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est la dictature du prolétariat. Et bien, il faut bien, de toute façon, que le prolétariat se défende. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. On n'a aucune information sur, comment dire, l'aspect factuel qu'il peut y avoir derrière. Dans la presse bourgeoise, on parle pratiquement que de l'intervention des Alliés, parce que pendant un an, on ne va pas avoir d'informations sur l'URSS. Enfin, sur l'URSS, pardon, sur la Russie, à l'époque, des Soviets. Donc, on n'aura pas d'informations, parce qu'il y en a très peu qui y vont, et parmi ceux qui y vont, il y en a qui n'y arrivent pas, ou qui ne repartent pas, et c'est au péril de leur vie. Ils traversent des zones de guerre, ils passent l'hiver sur des lacs gelés, Verja et je ne sais plus qui, et le petit, ils vont mourir comme ça. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Le Parti socialiste, qui est pourtant majoritaire, si vous voulez, en 1920, hein, c'est-à-dire pour l'adhésion à la Troisième Internationale, a un journal. Donc en 1919, ça commence à apparaître en septembre. Enfin, ils reprennent un titre à partir de septembre. Mais il n'y a rien sur la Russie. Il n'y a rien. Sinon, ben oui, nous on est bolchevistes, hein, parce que là-bas, c'est les ouvriers qui ont pris le pouvoir. C'est le seul truc quoi, qui est développé. Il y a des choses, par contre, sur les mouvements, donc les mutineries de la mer Noire, la désertion de Georges Sadoul, enfin des choses comme ça, si vous voulez, hein, en disant, vous voyez, dans le corps expéditionnaire, puis ils dénoncent de toute façon l'intervention. Hein, mais on n'a pas de... Aujourd'hui, on dirait, on ne sait pas le contenu de la dictature du prolétariat, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas le pouvoir des soviets, qu'est-ce que ça recouvre exactement. Donc il va y avoir une puissance extraordinaire de la révolution russe, un impact extraordinaire sur la classe ouvrière, mais cet impact, il va être essentiellement imaginaire. Ça va leur booster, comment dire, le moral et l'imagination. C'est ce qui se passe avec Andrieux, notamment, hein, quand il y a vraiment cet impact-là, et avec tous les gars qui suivent. Hein. On va commencer à avoir de l'information sur l'URSS à partir de 1920, quoi, après la fin de la guerre civile, après les défaites des armées blanches, etc. On commencera à avoir des choses, puis il y a la Troisième Internationale qui sera en place. Donc, alors l'international, c'est pareil, ils sont pour l'adhésion à l'international, bien sûr. Pour. Parce qu'il faut une organisation internationale, on l'a dit, il n'y a que ça qui peut régler les problèmes. Et l'autre n'existe plus pour eux. Donc voilà. Voilà un peu sur... je ne sais pas si vous partagez les points de vue que j'ai développés, mais... Donc, merci à vous. Merci.